Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Il y a environ 1 an et demi, j'avais acheté un micro pour vous faire de bonnes vidéos avec un bon son. Et malheureusement, mon ordinateur avait des problèmes de lecture USB et j'ai rarement pu en profiter. Ici, j'ai un nouvel ordinateur, enfin il est en seconde main, mais je viens de l'acheter et la priorité c'était qu'il fasse des belles vidéos. Parce qu'effectivement, j'avais d'autres soucis, le processeur de l'autre est tellement lent que travailler sur les vidéos me prenait un temps fou. Ceci est la première fois que j'essaye donc le nouveau matériel et j'espère que vous serez satisfait du résultat. J'ai promis une vidéo de correction d'une leçon de la formation ornitho qui est la leçon 39 sur les oiseaux de France et qui s'intitule Les cas bizarres en ornithologie. Alors, on a étudié des oiseaux comme les colins, qui paraissent être des cailles et des perdrix, mais qui ont changé de famille il y a une vingtaine d'années, car c'est un groupe clairement distinct au niveau génétique. On a parlé du torcol, qui est assez unique parmi les pics, vraisemblablement basal de toute la famille, donc on a dit en pic primitif entre les guillemets. On a vu le spectaculaire gypaète barbu, qui est le seul oiseau qui lance des œufs depuis une grande hauteur pour les casser et pouvoir se régaler de la moelle, et même parfois des morceaux d'os, selon les cas. Et donc, l'océanite de Wilson, qui est particulier, ce n'est pas l'océanite qu'on voit le plus souvent en Europe, c'est pourtant le plus abondant sur Terre, parmi les océanites, certains disent parmi les oiseaux, mais il y a de gros doutes à avoir par rapport à ça. Ça reste un oiseau qui existe par dizaines de millions, et qui est très très mal connu parce qu'il est très pélagique, c'est-à-dire qu'on le voit rarement depuis la Terre, et en plus il est nocturne, surtout sur les lieux de nidification. Pendant l'hivernage, pendant la migration, notamment quand il est dans l'Atlantique Nord, on peut le voir, si on prend en bateau, ça reste un tout petit oiseau, et l'identification est délicate. Mais, évidemment, on a repris, pour les exercices, des oiseaux qui ont été vus pendant n'importe quelle leçon précédente. Et corriger correctement, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ici, j'ai plusieurs choses importantes à vous dire, et je pense que sur ces exercices, pas tous évidemment, il y a vraiment des détails qui vont vous permettre d'apprendre des choses très intéressantes. Le premier était en colin, donc il fallait répondre Odontophoridés. Alors pourquoi pas Phasianidés? Eh bien parce que, si vous avez bien regardé, je n'ai pas donné ce critère pendant le cours, j'espérais que vous fassiez éventuellement l'effort de comparer les Odontophoridés sur Internet avec les Phasianidés. Le bec est généralement beaucoup plus court chez les Odontophoridés, plus épais, plus court, alors que le bec des cailles, par exemple, pour comparer des oiseaux de taille comparable avec les colins, ben regardez, c'est un petit peu plus long. Ce n'est pas très spectaculaire, mais c'était un critère. Normalement, puisqu'on a parlé du colin de Virginie, vous n'avez pas été surpris par le contraste sur la tête. Ici, ce n'est pas le colin de Virginie, c'est un autre colin. Vous pouvez le découvrir dans une fiche. C'est une espèce sœur, voire une sous-espèce, mais plutôt une espèce sœur, que j'ai pris au Mexique. Précisons que tout le monde, je crois, a trouvé l'oiseau numéro 1. Donc, l'exercice était parfaitement approprié par rapport à la leçon. L'oiseau numéro 2, vous l'avez trouvé aussi, de façon générale. S'il y a une erreur, c'est le grand maximum. On reconnaît bien en pic, malgré son petit aspect boule et son bec assez court. En fait, c'est un pic miniature, minuscule. Mais vous savez sans doute qu'il existe des pics comme ça, surtout ceux qui ont fait des petites recherches par rapport au torcol, puisque après les torcols, les pics les plus basaux sont les picumnes, des pics comme ça, tout petits, et qui sont un petit peu moins, on va dire, élaborés que les pics modernes. Si vous voulez mieux les connaître, vous pouvez voir dans une fiche un picumne du Costa Rica. Celui-ci que je vous montre en numéro 2 est un picumne que j'ai pris au Népal. En fait, il existe des picumnes en Asie, en Afrique et en Amérique latine. C'est nous, dans les pays nordiques, qui ne sommes pas gâtés et nous n'avons pas la chance de voir ces oiseaux tout mignons. Le 3 était très facile normalement. Vu le nombre de doigts, on voit tout de suite un accipitridé. Alors l'intérêt de l'exercice, c'était la couleur. Je vous l'ai déjà dit, les familles et même les genres en général ne s'identifient pas à la couleur. Il faut regarder la forme. Les ailes sont beaucoup trop longues pour encore vider, même s'il est tout noir.
Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez sans doute vu la vidéo de Marinella qui montre en aigle noir en vol, près du mont Kinabalu, à Bornéo. Eh bien, c'est cet oiseau, même si la photo est celle d'un autre individu, peu importe. Au niveau de l'oiseau 4, là, il y a un problème méthodologique pour ceux qui n'ont pas trouvé. Je pense que presque tout le monde a trouvé. Océanitidés. Le seul océanide dont on a parlé, c'est l'océanide de Wilson, et il appartient à la famille des océanitidés. C'était tout simple. Alors, pour ceux qui ont mis hydrobatidés, qui est la famille de l'océanide cul blanc, de l'océanide tempête et d'autres, eh bien, ils n'ont simplement pas regardé la liste de référence, puisque nous travaillons avec une liste de référence, et l'oiseau demandé doit toujours être dans la liste. C'est-à-dire que si c'est une famille, ça doit être une famille de la liste, si c'est un genre, c'est un genre de la liste, si c'est une espèce de la liste. Or, il n'y a pas d'hydrobatidés dans notre liste de référence, puisqu'on ne les a pas étudiés. Idem pour les Procellaridés, famille des pétrels, des puffins. Ça ne pouvait pas être ça, ils ne sont pas dans la liste. Tout simplement. Dès que vous avez compris que c'était un oiseau pélagique, on peut donner l'ordre, les Procellariformes, avec les albatros, les puffins, c'est un grand ordre qui reprend plusieurs familles. C'était nécessairement les océanitidés. Donc ça, c'est très important que vous suiviez, que vous soyez attentif aux genres, aux familles que je vous propose dans la liste et de ne pas donner une réponse qui est à côté. Ceci dit, vous allez voir plus loin, si j'ai voulu faire une correction en vidéo de cette leçon en particulier, c'est parce que j'ai mis des petits pièges, des petits cas particuliers, parce que c'est intéressant d'en discuter. Après, on demandait les genres. Le 5 a été trouvé assez facilement, c'est en traquet. Vous avez vu les traquets, souvent très contrastés, c'est le cas ici, avec la gorge noire, les ailes noires, et des ailes très longues de migrateurs, et cette attitude d'oiseau terrestre avec des longues pattes, vous avez trouvé assez facilement. L'oiseau 7, oui, l'ordre des numéros est un peu particulier, il y a quelques personnes qui se sont trompées, désolé, j'aurais pu faire autrement. L'oiseau 7 est de la même famille que l'oiseau 5, c'est un muscicapidé aussi. Mais je les ai mis côte à côte expressément, espérant que vous remarquiez la différence de forme, il est plus rondelet, il est plus boule, c'est une des différences entre les traquets et les tariers. Celui-ci est en tarier, et il y a une petite tache blanche sur l'aile. Ce n'est pas absolu, mais regardez le tarier pâtre, regardez le tarier des prés, ce sont des critères qu'on retrouve souvent. Pour info, c'est le tarier des Canaries. Alors, l'oiseau numéro 6, normalement, ne doit vous poser aucun problème, en grand échassier, avec un bec courbé, c'est nécessairement en ibis. L'oiseau numéro 8, normalement, ne posait pas de problème non plus, c'est parfaitement une gallinule, comme notre gallinule poule d'eau, mais il y a un critère de plumage qui change, elle n'a pas de blanc sur les flancs. Je répète ce que j'ai dit pour l'oiseau 3, il ne faut pas identifier les genres et la famille à la couleur. Ici, si vous avez été chercher d'autres, c'est parce que vous avez été perturbé par un détail de plumage, qui n'a pas d'importance pour le genre, qui a une importance pour l'espèce. Mais ici, on ne demande pas l'espèce. Ce n'est pas la gallinule poule d'eau, c'est la gallinule sombre, je crois qu'elle s'appelle en français, d'Australie. Et donc, elle est quasiment identique, mais elle n'a pas de blanc sur les flancs. Mais la forme de la queue, la forme du bec, etc., c'est parfaitement une gallinule, et c'est vraiment ça qui compte pour l'identification des genres, et non pas la couleur, ou même le pattern dans ce cas-là. Alors, un des plus difficiles de la série, c'était l'oiseau 9. Parce que distinguer les genres de l'aridé, d'abord on ne l'a pas beaucoup étudié, et puis les genres ont été découpés assez récemment, et donc ça peut poser des difficultés particulières. Ceci dit, il y avait deux options. Soit vous pensez que l'oiseau est tout clair parce que c'est un oiseau leucique, mais ça n'aura pas été très correct de ma part de mettre un oiseau leucique, puisqu'on n'a pas vraiment étudié ça en détail, c'est un des sujets qui pourra venir dans des leçons suivantes. Ou alors, vous vous basez sur le plumage pour identifier quand même le genre. Chez les goélands, les mouettes, on sait que c'est des oiseaux très proches, et là, il faut regarder des petits détails. C'est vrai que le bec n'est pas très gros, mais il n'est pas très long non plus. En fait, c'est un des plus petits larus. Avec la tête toute pâle, vous pouviez penser à un goéland. Mais j'avoue, c'était difficile. C'est le goéland aile blanche, c'est vrai que c'est un goéland très petit pour un larus. Bon, il n'est pas aussi petit que le goéland cendré qui est aussi en Larus, il faut être honnête, mais le bec est vraiment très petit. Donc ça prête à confusion.
C'était une observation très intéressante. J'avais vu le goéland aile blanche, qui est un oiseau nordique, aux îles Canaries, sur l'île de La Palma, plus précisément. Donc si vous avez du mal avec les genres de l'aridé, ne vous inquiétez pas. Disons que j'ai utilisé cette photo pour vous titiller un petit peu, mais ce n'est pas un sujet, comme disent les Anglais, clear cut, hein, bien délimité. Et donc si vous avez mis Chroicocéphalus, pensant peut-être tout simplement à une mouette rieuse très pâle, très usée, voire le sic, eh bien il n'y a absolument pas de honte et pas de problème. L'oiseau 10 était, on va dire pour se reposer un petit peu, je crois d'ailleurs que tout le monde l'a trouvé facilement, c'est un moineau, c'est un mâle de moineau, qui n'est pas le moineau domestique mais le moineau espagnol, d'où la calotte toute brune et la large bande pectorale noire. Mais ici on ne demandait pas tous ces détails, on se contentait de dire passer, le genre des moineaux. On arrive maintenant au niveau des espèces. Alors vu qu'on a parlé du torcol, dans la leçon, c'était quand même un des sujets principaux. Tout le monde a trouvé assez facilement le 11 qui est en torcol. Je dirais que sur ce point, eh bien, la mission est accomplie. Si vous rencontrez des torcols en photo ou en vrai, c'est vrai qu'ils sont migrateurs et que maintenant ça commence à devenir improbable, hein, on est à la fin de la saison, eh bien sans doute que vous y penserez. Il n'y a aucune difficulté d'identification. Le seul risque, c'est de ne pas y penser au moment où on le voit. Donc ça, je pense que l'objectif est atteint de ce côté-là. Alors le 12, c'était pour vous rappeler qu'on a étudié les limicoles. Celui-ci est facile, hein, c'est en Becasso cocorli en plumage nuptial, quasiment nuptial, hein, avec sa couleur rouge. Normalement le bec très courbé permettait de l'identifier immédiatement. Et si vous avez le moindre doute, vous avez aussi les longues projections primaires. Mais de toute façon, avec ce plumage, il ne ressemble pas du tout au Becasso variable, qui est l'autre Becasso à bec courbé qu'on a étudié. On pourrait citer le Becasso violet, mais lui, il a le bec bicolore et les pattes claires, donc rien à voir avec cet individu. Alors, l'oiseau 13, par contre, on ne voit pas son bec. Or, on a étudié depuis le début que pour reconnaître la famille, il faut voir le bec. Donc ça, c'était un cas qui demandait de la recherche. Pourtant, ce sont des couleurs manifestement uniques et on demande les espèces. Donc ici, ce n'est pas un oiseau exotique, c'est un oiseau de chez nous, de la liste, qui a ces belles couleurs. Alors, il y a eu quelques erreurs et très souvent, elles viennent du fait que vous avez vu, par exemple, de l'orange, orange rouge, peu importe, sur la queue, dans l'occurrence, c'est pas sur la queue, hein, mais c'est sur les sus-caudales, eh bien, vous avez dit rouge-queue. Alors ça, c'est une mauvaise façon de travailler. Il fallait prendre un tout petit peu de recul. Notez que les ailes sont extrêmement longues. Elles atteignent carrément le bout de la queue. Et si vous regardez, très important, j'insiste souvent sur ce critère, les projections primaires, remarquez qu'elles sont plus longues que la queue. Elles sont presque aussi longues que la queue et les sus-caudales réunies. Donc vous deviez nécessairement chercher auprès des oiseaux qui font des très très longues migrations. Gobe-mouche, loriot, mais vous allez dire, bah non, le loriot d'Europe, il est tout jaune. Le gobe-mouche gris qui fait une longue migration, oui, mais il n'a pas du tout de couleur. Ici, on peut se baser sur les couleurs quand même un peu, puisqu'on parle des espèces. On en a peu parlé parce qu'il ne pose normalement pas de problème d'identification. Donc en cachant le bec, je me suis dit, je vais vous faire chercher un petit peu. On a un très bel oiseau coloré, qui est un grand migrateur, qui est de la même famille que les rouges-queues. C'est peut-être pour ça que vous y avez vu en aire de famille, mais qui n'a pas la queue rouge, hein. C'est les sus-caudales rouges. Et puis il est bleu ici. Le rouge-queue noir est quand même pas aussi bleu que ça. Hein, je sais que les reflets et tout, il faut se méfier, mais enfin là quand même. Eh bien, c'est le monticole de roche, qu'on appelait avant merle de roche. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est un oiseau qui est quand même massif. Il rappellerait effectivement, à cause de sa large poitrine, la famille des turdidés, les grives et les merles, alors qu'en fait c'est un gros muscicapidé, donc famille des gobe-mouches, des traquets, etc. Donc ici, la démarche est de dire je n'ai pas le bec pour savoir dans quelle famille je suis, mais je regarde ce que je peux voir, à savoir les projections primaires en critère toujours important. Donc avec d'aussi longues projections primaires, je sais que c'est nécessairement en insectivore. Pourquoi les granivores iraient se perdre aussi loin l'hiver, hein? Même les grives et les merles ne migrent pas aussi loin. Et donc, en insectivore, grand migrateur, on sait que c'est pas l'accenteur mouchet, c'est vrai que l'accenteur alpin, qui est un migrateur altitudinal, a aussi des longues projections primaires, c'est vrai,
Mais il ne ressemble pas du tout à ça, hein, c'est pas du tout son plumage. Donc il fallait le voir du côté des muscicapidés, grands migrateurs. Hein, les pipites et bergeronnettes n'ont pas de projection primaire, donc rien à voir avec ça. Et donc c'était le monticole de Roche. Alors la 14, c'était pour rire, c'est une huppe faciée, on voit bien sa longue huppe orange, c'est vrai que la photo de face comme ça peut faire hésiter un instant, ça c'était plutôt pour rire. Et alors l'oiseau 15, mea culpa j'ai envie de dire, pardonnez-moi, mais c'est quand même intéressant. Vous avez tous fait une erreur, il y a juste une personne qui a posé une question, mais je dois être honnête avec vous, je lui ai un petit peu soufflé à l'oreille. Donc, tout le monde s'est trompé. Mais c'est normal, vous deviez vous tromper si vous appliquiez la méthode. C'est un gobe-mouche du genre Muscicapa, donc gobe-mouche gris, terminé, il n'y en a pas d'autres dans la liste. Seulement, je voulais souligner quelque chose de très important. Lorsqu'on travaille avec méthode, on doit, comme je l'ai dit pour les océanites, travailler dans un cadre limité, défini. C'est très important. Seulement vous, maintenant, après 40 leçons de formation en ITO, vous avez atteint un niveau sans doute bien supérieur à ce que vous croyez. Ceux qui ont suivi les cours, bon, il y en a qui étaient peut-être déjà bons au départ, donc je ne vais rien dire. Mais même ceux qui sont partis d'un niveau assez bas ont atteint un niveau vraiment remarquable. Et donc maintenant, il est temps d'élargir et de tenir compte de ces petites difficultés. Alors pourquoi est-ce que je me suis permis de mettre un oiseau qui n'est pas dans la liste? C'est la première fois que je fais ça en 39 leçons et donc 39 séries d'exercices environ. Je ne sais pas s'il y a une fois ou deux où j'ai sauté les exercices. C'est parce que, dans vos livres, il est probable que ce gobe-mouche méditerranéen, dont j'ai parlé dans les groupes, dont j'ai fait circuler une fiche, ne soit pas non plus. Et donc petit à petit, c'est aussi à vous de tenir compte des manquements classiques des livres pour différentes raisons. Alors pourquoi ce gobe-mouche manque souvent encore dans les livres? C'est parce qu'il est reconnu comme espèce distincte, et encore pas par tout le monde, depuis quelques années seulement. Et donc c'est normal que des livres n'en parlent pas. Ce ne sont pas des experts en classification, ils n'ont pas vu arriver la chose, ils ont fait en guide des oiseaux de France, ils ont parlé du gobe-mouche gris, sans parler de celui de Corse, qui est en fait une espèce distincte désormais. Donc c'est à vous d'avoir ces cas particuliers en tête. Or, j'insiste pour que vous les ayez en tête, parce que je fais des fiches, j'en parle, etc. Manifestement pas encore assez, puisque personne n'y a pensé. Or, si vous aviez pensé, vous auriez été voir ma fiche, en toute logique. Et le même individu est sur la fiche. Donc vous auriez dit, oui, mais là, il se moque de nous. Alors que vous avez dit, mais tiens, il me semble que dans ta fiche, c'est un gobe-mouche méditerranéen et pas un gobe-mouche gris. Mais tu triches, là, dans la liste de référence, il n'y a pas de gobe-mouche méditerranéen. Voilà, j'espérais avoir cette réaction, que je n'ai pas eue. Donc, je dirais, globalement, vous avez atteint un très bon niveau, tout le monde. Ceux qui sont partis déjà d'un haut niveau, c'est plus difficile de mesurer leur progression, mais ils ont tous appris, hein, vous avez tous appris quelque chose. Mais maintenant, avec le recul et l'expérience que vous avez, on peut aller un petit peu plus loin et garder en mémoire les cas un petit peu difficiles comme ça, qui sont peut-être pas dans vos livres. En certains moments, c'était le goéland pontique. Il y a 15-20 ans, quand on a commencé la formation en ITO en Belgique, hein, quand j'ai lancé le projet avec quelques potes, eh bien c'était le goéland pontique qui n'était pas dans les livres. Et nous, on le montrait aux gens sur le terrain, hein, parce qu'on allait sur le terrain avec cette formation. Et donc on leur montrait un oiseau qui n'était pas dans les livres. Et donc on voulait que nos élèves aient de l'avance. Et que quand il arrive dans les livres, ils ne soient pas perturbés. C'est quoi ce nouveau goéland? Non, non, c'est rien de nouveau. Eux, ils les connaissaient déjà. Eh bien, c'est un peu pareil avec ce gobe-mouche. Et puis en dehors de la France, mais en Europe, il y a d'autres cas. J'ai été un des premiers à publier, par exemple, sur le pinson de Grande Canarie, qui était sous-espèce rare du pinson bleu, donc de Tenerife, qui existe aux Grandes Canaries, presque disparu, voilà, pas grand monde le voit, on ne savait rien du tout. Moi j'ai été le voir, j'ai pris des photos, j'ai expliqué un petit peu la différence de chant avec le pinson bleu, etc., en disant que c'était certainement une espèce distincte. Et puis je continue, hein, j'aime bien d'ouvrir comme ça la voie pour que les personnes qui me suivent ne soient pas perdues quand il y a un changement. Je viens de publier par exemple en martin pêcheur, que j'ai pris en photo sur l'île de Bornéo, et j'explique que même si pour l'instant aujourd'hui personne ne dit que c'est une espèce distincte, mais je dis que ça va venir. Alors je ne suis pas devin, hein, c'est parce que j'observe l'oiseau, je connais les espèces semblables, je connais l'espèce duquel il est supposé une sous-espèce,
Et je vois que ça va pas, et que la classification va changer, donc je vous l'annonce. Et pour ceux qui s'intéressent aux oiseaux d'Asie du Sud-Est, eh bien, c'est une information intéressante. Et dans quelques années, quand dans les livres et dans les encyclopédies ce sera changé, dans les listes sur Internet, eh bien peut-être vous vous souviendrez que vous aviez pris un peu d'avance avec moi. Voilà, donc en piège, vous n'avez pas trouvé, ne vous en voulez pas. Mais j'espère que la réflexion vous a apporté quelque chose sur la nécessité d'aller un petit peu plus loin que les livres et de ne pas toujours se limiter à ce que l'auteur dans le livre, qui fait souvent de la vulgarisation, veut bien vous dire. Vous avez maintenant le niveau pour faire ça. Je ne dis pas ça à la 3e leçon, évidemment. L'oiseau 16 était censé être un petit peu de la rigolade. Normalement, avec les 38 leçons précédentes, vous avez tous reconnu en gravelot au premier coup d'œil, même si on ne voit pas le bec, parce que vous avez déjà vu beaucoup de gravelots et que ce collier noir vous dit tout de suite que c'est en gravelot, ce contraste blanchâtre, noir, etc. Et donc avec en cercle oculaire, des lunettes si vous voulez, jaunes, on voit tout de suite que c'est un petit gravelot adulte sans difficulté. Voilà. J'espère vraiment que cette leçon vous a apporté beaucoup de choses. Maintenant, nous allons faire des exercices sur la leçon 40, qui est la plus compliquée de toutes, sans aucun doute. Mais rassurez-vous, j'ai prévu des vidéos complémentaires sur certains sujets abordés dans la vidéo pour compléter petit à petit. Je vais notamment revenir sur la notion de clean. J'ai un exemple, j'espère que mes photos seront bonnes. J'ai pris maintenant des photos intéressantes à Bornéo, d'un oiseau, qui illustrera parfaitement le clean si tout va bien. Et je ferai une petite vidéo de quelques minutes comme ça. Et en ajoutant quelques sujets, ça devrait éclaircir si vous avez eu des difficultés. Si vous avez vu cette vidéo quand elle a été publiée et qu'elle vous a paru difficile, je vous invite de la revoir. Et puis je vais lancer des exercices. Les exercices seront assez faciles, justement, pour fixer les idées. Et si je vois qu'il y a des notions, des concepts qui sont passés, disons, au-dessus de la tête de certains, je ferai éventuellement encore une vidéo de correction. Profitez-en, ces vidéos régulières, gratuites. Ça continuera peut-être pas en 2024 parce que je pourrais ne pas avoir le temps ou les moyens. En fait, c'est lié parce que si je n'ai pas les moyens grâce à vos dons, si c'est pas suffisant, ben, je dois trouver une autre source de revenus et ça demande du temps. Et malheureusement, je n'ai que 24 heures dans une journée. Et donc, voilà, il faudra que je fasse des choix. Mais, il va se passer quelque chose d'ici là. Suivez nos réseaux sociaux, il y a encore des informations intéressantes qui arrivent et peut-être des bouleversements qui vont être constructif, on verra ça. Pour le moment, je vous laisse avec ceci et rassurez-vous, vous aurez vos réponses personnalisées dans la page comme d'habitude, sauf que si c'est expliqué dans la vidéo, je vous dirai, voilà, il y a une erreur, j'en ai parlé dans les vidéos, allez voir. Si c'est une erreur qui ne rentre pas dans ce que je viens d'expliquer en vidéo, je rajouterai les informations nécessaires. Je remercie très chaleureusement les personnes qui font des dons régulièrement. La cagnotte monte encore tout doucement. J'ai pas perdu espoir d'arriver à ce que je vous ai demandé en fin d'année et de pouvoir continuer les formations gratuites, je dirais à temps plein, selon votre retour. Je vous remercie aussi pour les pouces, les partages. Il y a assez peu de commentaires dans la vidéo. Ça me ferait toujours plaisir qu'il y ait quelques commentaires. Ça fait monter la vidéo dans les algorithmes de YouTube. À très bientôt avec d'autres vidéos, des exercices, des cours et des photos mystères en 2024, puisque dans un de mes groupes, sur le forum Formation Ornitho, on m'en a demandé.